Alors, bonsoir les filles. Merci pour votre présence. Merci à Get Up Woman pour l'invitation. Je suis très honorée de pouvoir partager le peu de connaissances que j'ai avec vous. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, qui est 10 erreurs à ne pas commettre dans l'éducation d'un enfant, je vais procéder par étapes en fait. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous expliquer au fait l'importance du sujet. Donc, je vais vous dire, à mon sens, en fait, le lien qu'il y a entre l'autonomisation et l'éducation, les défis de la femme, l'importance de l'éducation, l'importance de l'équilibre pour une femme. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et débattre comme il se doit aussi. Donc, vous dire aussi que ce n'est pas un monologue. Vous avez la possibilité dans ce groupe de pouvoir poser vos questions comme vous le désirez. Donc, merci de prendre note. Et voilà. Alors, de nos jours, toutes les femmes sont portées sur la question de l'autonomisation. Donc, des mouvements se lèvent de jour en jour concernant l'autonomisation de la femme. Et beaucoup de femmes ne se rendent pas compte, au fait, que l'autonomisation de la femme est directement liée à l'éducation des enfants. Je vais m'expliquer pourquoi. En fait, l'autonomisation de la femme est liée à l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que, en général, c'est la femme qui a la responsabilité d'éduquer l'enfant. Donc, du coup, quand toutes les femmes vont travailler et vaquent à leur occupation professionnelle, on oublie de se poser la question, mais qui veille sur les enfants? Ce n'est pas pour dire que je suis contre l'autonomisation, non, très loin de là, mais c'est seulement pour vous faire comprendre qu'il faudrait qu'on puisse mieux penser à la question de qu'est-ce qu'on fait des enfants. Alors, je viens par cette formation vous faire comprendre qu'il est possible d'être une femme autonome et de pouvoir gérer ses enfants. Seulement pour pouvoir gérer ses enfants, en fait, il faut être organisé. Il faut être très organisé. Et j'aimerais aussi vous faire comprendre, en fait, les défis de la femme. Parce que la femme, en fait, elle a plusieurs défis à relever. Et généralement, quand on va dans des formations de femmes, les femmes disent souvent que il faut avoir un mentor, il faut avoir un modèle de femme à qui il faut se calquer et tout. Et moi, j'aimerais vous dire que le modèle idéal pour une femme, c'est la femme vertueuse. On est toutes croyantes, je pense, qu'on soit chrétienne ou musulmane. On est toutes conscientes au fait que le modèle par excellence, la femme selon le cœur de Dieu, c'est bel et bien la femme vertueuse. Et donc, il n'est pas impossible pour une femme de pouvoir ressembler à la femme vertueuse. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour expliquer c'est quoi la femme vertueuse, mais vous faire comprendre simplement qu'en tant que femme, on a des défis majeurs à relever. Et parmi ces défis, il y a l'éducation de l'enfant. Une femme doit savoir éduquer ses enfants. Une femme doit savoir prendre soin d'elle. Elle doit savoir prendre soin de son mari. Elle doit savoir prendre soin de sa maison. Elle doit savoir prendre soin... non, elle doit savoir entreprendre et elle doit avoir une vie spirituelle bien rangée. Alors, je vais attirer votre attention sur l'éducation. Pourquoi? Parce que pour moi, selon mon entendement, tous les défis sont à relever, mais l'un des défis les plus importants pour une femme, c'est bien l'éducation de ses enfants. Pourquoi? Parce que, au fait, l'éducation des enfants, ça donne en fait un peu comme la directive d'une nation. Au fait, c'est comme pour dire au fait que le monde, l'évolution du monde ou encore l'amélioration du monde, pour avoir en fait un monde meilleur, c'est dans les mains de la femme. Pourquoi je l'ai dit? Je vais prendre un exemple banal. Nous voyons de plus en plus ici en Afrique des présidents dictateurs, des présidents qui ne pensent qu'à eux, des présidents qui sont très égoïstes.
Et le fait qu'il y ait ce genre de président, c'est simplement parce que quelque part sur la terre, il y a une femme africaine qui a échoué dans l'éducation de son enfant. Parce que si elle avait pris la peine ou bien le temps d'éduquer son enfant comme il se doit, de l'apprendre à être humble, à être bon, à aimer son prochain, à avoir de l'amour pour son prochain et tout, on n'aurait pas autant de personnes n'ayant pas de cœur pour les autres. Donc c'est pour vous dire au fait que si on désire que le monde aille mieux, si on désire que l'Afrique aille mieux, il faudrait qu'on puisse s'appuyer sur l'éducation de nos enfants. Donc il est important d'être équilibré. Parmi tous les défis que nous avons à relever, il est très important d'être équilibré. Pourquoi? Parce que on ne peut pas se dire femme autonome. Bon, en fait, on ne peut pas se réjouir, en fait, d'être autonome si un de nos enfants est délinquant. Ça nous servira à quoi de courir derrière l'argent pendant que nos enfants se meurent, en fait, pendant que nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et il y a même un passage de la Bible qui dit que l'enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Donc c'est pour dire combien il est important pour une femme de veiller sur l'éducation de ses enfants. On pouvait dire faire la honte de son père, mais on nous apprend que l'enfant livré à lui-même, il fait la honte de sa mère. Donc, il faudrait vraiment qu'on apprenne à être équilibré dans notre rôle de femme. Je vais maintenant vous citer des 10 erreurs qu'on commet souvent dans l'éducation de nos enfants et qu'on ne doit plus commettre. Alors, la première erreur qu'on commet souvent en tant que maman, c'est d'empêcher à l'enfant de donner son avis. En fait, en Afrique, généralement, l'enfant n'a pas la parole. Les adultes pensent que l'enfant n'a pas le droit de parler, au fait qu'il est tellement immature que son avis ne compte pas. Et c'est une grave erreur que nous faisons sans nous en rendre compte à cause de notre culture. Je vais vous prendre des exemples terre à terre pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi je dis que c'est une erreur. En fait, empêcher empêcher à l'enfant de donner son avis, ça empiète sur sa confiance en soi. Je vais m'expliquer. Alors, quand j'étais plus petite, dans ma famille, en fait, mon père, il avait l'habitude, bien qu'on était petit, de toujours demander notre avis. En fait, quand il y avait une situation dans la famille, il prenait la peine de nous faire asseoir, de demander notre avis avant de se décider. Et en voyant mes parents faire ainsi, au fait, ça a inculqué cela dans mon caractère et c'est la même chose que j'apprends à mes enfants. Et je me suis rendu compte que cette manière de faire de mon père a fait en sorte que j'ai eu beaucoup d'estime vis-à-vis de moi-même. Je me souviens qu'une fois, en fait, en son temps, je faisais l'école, en fait, je faisais le programme français. Et arrivant en classe de seconde, j'avais raté la seconde française. Donc j'avais réussi la seconde congolaise, j'avais raté la seconde française. Et donc mon père, il était tellement énervé qu'il m'a fait comprendre que je devais reprendre la seconde française parce qu'il voulait que je puisse faire série scientifique. Mais moi, je voulais faire série économique. Donc, comme par la grâce de Dieu, il avait déjà instauré le dialogue dans notre famille, donc je pouvais avoir, je sais pas moi, 14 ans, 15 ans par là, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée voir mon père, je lui ai fait asseoir pour lui dire, ah papa, vraiment, je veux vraiment faire économie, je ne veux pas faire science. C'est vrai que je suis déçue, j'ai raté ma seconde française, mais vraiment, permets-moi de faire la première congolaise. Et je vais je vais faire mon bac et je te promets que je vais satisfaire à mon bac. Et donc, j'ai employé les arguments qu'il fallait et mon père m'a laissé faire ce que je voulais. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait mon bac en première et j'ai eu mon bac en première et j'ai fait sa fierté.
Et tout cela m'a permis, en fait, d'avoir l'estime de moi-même. Donc, je vous prends cet exemple pour vous dire quoi. Parce que dans les familles africaines, généralement, quand le père ou la mère dit quelque chose, ça doit être comme les parents ont dit. On ne tient pas compte de, de l'avis de l'enfant, on impose ce que nous, on veut. Or que ce que nous, on veut, ce n'est pas parfois ce que l'enfant veut. Donc, l'enfant parfois se retrouve à faire des cursus scolaires où il ne fait qu'échouer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa passion. Parce qu'il y a une différence entre travailler pour se faire de l'argent et travailler par passion. Quand tu travailles simplement parce que tu veux te faire de l'argent, tu as la flemme le matin, il y a des jours où tu n'as pas envie d'aller travailler. Mais quand tu vis ta passion, on n'a même pas besoin de te dire de te lever pour aller travailler. Et en prenant l'exemple, par exemple, du cursus scolaire, il arrive qu'il y a des parents qui disent, par exemple, à leur enfant, moi, je veux que tu fasses télécommunication, moi, je veux que tu fasses sciences. Et ils ne cherchent pas à avoir l'avis de leur enfant. Et c'est mal faire. Cette manière de faire, on ne la fait pas. Si votre enfant, par exemple, veut faire, je vais dire quoi, mécanique, ne le frustrez pas en lui disant que la mécanique c'est n'importe quoi ou quoi que ce soit, mais aidez-le en tant que parent à voir plus grand. Parce que vous, votre rôle c'est de guider l'enfant, ce n'est pas de l'imposer votre vision, mais c'est de le guider. Donc, dans ce genre de cas, si votre enfant a envie de faire mécanique, vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à votre enfant, ok, d'accord, par exemple, tu veux faire mécanique, mais au lieu de te limiter à la mécanique basique, tu peux faire, par exemple, aéronautique, ou bien tu peux apprendre à construire des voitures, tu peux apprendre à construire des bateaux, je sais pas. Vous l'aidez à voir plus grand que ce qu'il voit. Donc ça fait qu'ils se sont valorisés du fait que ses parents considèrent ce qu'il aime, et du coup, il vous fera toujours plaisir et il donnera les résultats qu'il faut. Donc, il faudra vraiment de temps en temps apprendre à prendre l'avis de vos enfants et à respecter leur avis. Il y a encore un autre exemple rapide que je vais prendre. Nous, les adultes, en fait, on a tellement appris des choses, on a tellement d'expérience que pour résoudre, par exemple, certains problèmes, on réfléchit trop. Et avec les enfants, ce n'est pas le cas. Ils sont tellement innocents qu'ils vont vous donner une solution directe, terre à terre. Et peu importe la situation, vous pouvez avoir la solution dans la bouche de vos enfants. Donc, il est très important, je vais prendre juste ces deux exemples pour vous dire qu'il est très important de faire attention ou bien de tenir compte de l'avis de vos enfants parce que vous allez développer en eux la confiance en soi. L'estime de soi surtout. Et quand quelqu'un s'estime, quand quelqu'un sait qu'il peut trouver la solution à quelque chose, ou encore que quand il propose quelque chose à ses parents trouvent cela pertinent, ça développe en lui le leadership. Ça développe en lui le leadership et c'est quelqu'un qui n'aura pas du mal à s'exprimer, par exemple, en public, à prendre la parole, à donner ses idées, à expliquer ses idées. Donc tout cela, ça se travaille depuis le bas âge. Voilà donc une erreur que nous faisons bêtement et que nous devons cesser de faire. La deuxième erreur que nous faisons souvent, c'est de couper la parole à l'enfant quand il parle. On se dit au fait qu'il n'a rien à dire, on termine même sa phrase parce qu'on se dit, bon, c'est un enfant, il ne sait rien. Et le fait de couper la parole à l'enfant, en fait, l'inconvénient, c'est que l'enfant, il aura du mal à dialoguer avec vous. Et il va se retrouver à vous cacher beaucoup de choses. Donc, peu importe ce que l'enfant dit, il faudra que vous preniez le temps de l'écouter. Il faudra que vous lui laissiez le temps de terminer ses phrases. Parce que si vous cultivez le comportement de toujours couper la parole à vos enfants, ils vous cacheront plusieurs choses. Et on retrouve, par exemple, dans des familles africaines, des enfants qui sont violés par leurs oncles, par je sais pas moi, leurs cousins, ou même parfois par leur père. Et la mère ne se rend même pas compte que son enfant est violé. Pourquoi? Parce que quand il arrive ce genre de choses, par exemple des personnes mal intentionnées profitent de vos enfants et que vos enfants n'ont pas le courage de vous dire, c'est parce que vous n'avez pas installé le dialogue au fait dans la maison. Dès qu'il va vouloir venir vous adresser la parole, vous allez l'envoyer balader. Donc, si l'enfant, par exemple, se retrouve dans une situation où il a des attouchements,
des attouchements sexuels d'une grande personne ou quoi que ce soit, il ne va pas trouver important de venir vous le dire. Il va se dire, bon, je vais aller dire à maman, elle va se fâcher contre moi. Je vais aller dire à maman, elle va crier sur moi, elle ne va même pas m'écouter. Et votre enfant va se mettre à souffrir dans votre foyer, sous vos yeux, sans que vous puissiez vous en rendre compte. Et c'est juste dramatique, en tant que mère, de ne pas se rendre compte que son enfant souffre. Et tout cela, ça émane du dialogue. Donc, le caractère qu'on a quand un enfant vient vers nous, de lui couper la parole, tandis qu'il n'a même pas fini de s'exprimer, il faudrait qu'on puisse arrêter de le faire, simplement. Il faudrait qu'on apprenne à les écouter, parce que ce sont des êtres à part entière. Ils ont aussi leur voix, ils ont aussi leur manière de penser, ils ont aussi le droit de s'exprimer. Donc, chère maman, prenez la peine d'écouter vos enfants quand ils vous parlent. Prenez la peine de cultiver le dialogue à la maison. C'est très important. La troisième erreur que nous faisons souvent, c'est de répondre aux enfants par quand tu seras grand, tu comprendras. Les enfants, ils posent beaucoup de questions. C'est comme ça, ils sont curieux, c'est de leur âge et ils ont le droit. Mais malheureusement, nous, les mamans africaines, on en a rien à cirer, au fait. Quand les enfants posent des questions, on n'a simplement pas envie de répondre ou on dit, ah, écoute, tu es trop petit, quand tu seras grand, tu comprendras. C'est une erreur à ne plus faire. Il faudrait simplement apprendre à répondre à l'enfant avec des mots de son âge, pour qu'il puisse comprendre. Parce que ça pousse aussi à l'enfant à réfléchir, ça pousse à l'enfant à pousser sa réflexion un peu plus loin. Les enfants ont tendance à poser beaucoup de questions. Je vais prendre par exemple un exemple. Il y a un jour, ma fille m'a demandé, maman, comment on fait des bébés? Donc, je lui ai simplement dit, on fait des bébés quand on est marié. En fait, parce que mon premier but, c'était de l'inculquer dans la tête que c'est dans le mariage qu'elle doit pouvoir faire ses enfants. Elle m'a dit, oui, c'est quand on est marié, mais comment on fait des bébés? Donc, je lui ai dit, simplement, je lui ai dit, bah non, quand papa, il me fait beaucoup de bisous, ça engendre moi le bébé. Donc, je le lui ai dit pour lui faire comprendre que c'est quand il y a un contact entre un homme et une femme qu'il peut avoir conception. Mais je ne lui ai pas fait savoir du point de vue sexuel. Mais je lui ai fait savoir simplement, en fait intelligemment, qu'il s'agit d'avoir un contact entre un homme et une femme. Elle m'a posé cette question, il pouvait avoir 3 ans. Donc, je lui ai fait savoir, tu vois comment, quand maman elle a un gros ventre, comment elle est fatiguée, comment c'est difficile et tout. Donc, il ne faut pas que un garçon te fasse bisou à la bouche. Donc, un garçon te fait un bisou à la bouche, tu vas tomber enceinte. Donc, au fait, la petite, elle a compris simplement que quand il y a un contact, je sais pas moi, charnel ou je ne sais quoi, entre un homme et une femme, ça peut engendrer un enfant. Et aussi que, pour faire des enfants, il faut être dans un foyer. En fait, il faut être marié. C'est mieux de faire ses enfants quand on est marié. Donc, c'est un exemple bête, simplement pour vous dire que il y a une réponse à tout. Il y a une réponse à tout. Quand vous connaissez quelque chose, il suffit juste d'améliorer, en fait, d'adapter la réponse à l'âge de votre enfant. C'est très important. Il faudrait pouvoir adapter la réponse à son âge, parce que comme on dit, en français, il y a le français, je sais pas moi, le français soutenu, il y a le français médium, genre intermédiaire, il y a le français basique. Donc c'est pareil. Prenez la peine, quand vos enfants vous posent des questions, peu importe les questions, ne les envoyez pas balader. Ne les envoyez pas balader, mais répondez-les avec les mots de leur âge. La quatrième erreur que nous faisons souvent, c'est d'empêcher à l'enfant de pleurer. Généralement, on a tendance à dire, un enfant, un garçon ne pleure pas, une belle fille ne pleure pas, il ne faut pas pleurer et tout. Et malheureusement, en faisant ce genre de choses, moi je le faisais, j'ai appris à ne plus le faire. En faisant ce genre de choses, au fait, on apprend à l'enfant à masquer ses émotions et à être moins sincère. Et c'est très dangereux. Quand vous donnez à l'enfant de masquer ses émotions et à être moins sincère, ça n'engendre rien de bon. Comme on dit souvent, c'est les petites choses qui engendrent des grands mots. Vous allez trouver ça banal de dire à un enfant, bon, ça sert à quoi il n'y a quel inconvénient de dire à un enfant de ne pas pleurer. Non, mais quand vous habituez à l'enfant
de masquer ses émotions et d'être moins sincère, vous faites de lui un futur manipulateur, sans vous rendre compte. Vous faites de lui un futur narcissique. Donc, ce qu'on ne voit pas peut-être à l'œil nu, on ne voit pas, qu'on trouve anodin, on se dit, bon, c'est à quoi ça attend et à quelle importance, non. Vous ne voyez pas l'importance peut-être aujourd'hui, mais dans 7, 8, 9 ans, 10 ans, ça fera une personne moins sincère. Une personne moins sincère, c'est une personne qui ne porte pas la vérité en elle. C'est une personne qui sera là à manipuler les autres. C'est une personne qui sera là à se faire du profit derrière le dos des autres. C'est une personne qui ne sera pas utile à l'humanité, au fait, qui ne sera pas utile à la société. Donc, laissez vos enfants pleurer. C'est de leur âge, de toute façon. Les enfants, c'est comme ça. Quand ils grandissent, ils pleurent. Ils ont envie de manger, ils pleurent. Ils ont sommeil, ils pleurent. C'est comme ça que Dieu a créé son monde. Donc, ayez juste en tant que parents la patience, voilà, la patience de les voir pleurer. Quand il faut les bercer quand ils pleurent, vous les bercez. Quand c'est un caprice, vous agissez autrement. Mais quand ils pleurent, laissez-les exprimer leurs émotions. Ils ont le droit de montrer qu'ils sont fâchés, de montrer qu'ils sont blessés, de montrer qu'ils sont vexés, de montrer qu'ils sont fatigués. Ils ont le droit. Donc, laissez-les pleurer en paix. Alors, la 5e erreur que nous faisons, c'est de gronder nos enfants devant leurs amis. Ça joue sur leur estime de soi. Voilà, et des enfants, ils se sont rabaissés et ils vont se retrouver à se comparer à leurs amis. Ils vont se trouver... voilà, ça joue sur leur estime de soi. Et il ne faut jamais, mais alors là, jamais, si vous voulez avoir des enfants qui vont briller demain, qui vont impacter sur leur génération, des enfants qui seront influents, il faudrait vraiment faire attention à ne pas toucher leur estime de soi. Donc, si votre enfant a commis une bêtise, c'est simple. Il est avec ses amis, appelez-le à côté et puis grondez-le. Ou bien s'il faut le punir, punissez-le. Mais pas devant ses amis. Ses amis n'ont pas besoin de voir ça. Parce que de toute façon, nous tous, on a été enfants. Et je vous défie ici pour dire, je défie toute femme qui va me dire qu'elle était contente quand ses parents, voilà, la grondaient devant ses amis. Aucune personne n'aime ça, aucune personne n'aime se sentir rabaissée. C'est comme je vais même ouvrir une parenthèse qui vient de me venir à l'esprit. Quand nos enfants agissent bien, on a toujours tendance, nous les mamans africaines, on a tendance à dire ah ma fille, tu es, en fait, tu es comme un blanc, ou bien ma blanche, ou voilà, tu agis comme un bébé blanc. Ah, tu es mon bébé blanc. Mais quand vous dites à votre enfant que tu es mon bébé blanc, ben, il grandit avec l'idée en tête que le blanc est supérieur, au fait. Si mon père dit que je suis comme un blanc, donc ça veut dire que je suis inférieur au blanc. En fait, on ne se rend même pas compte. Pourquoi ne pas apprécier l'enfant parce qu'il a fait quelque chose de bien ou d'extraordinaire simplement tel qu'il est, mais lui comparer à un blanc. Donc pour dire que les choses qui sont extraordinaires, ça ne vient que des blancs. Parce que le message sous-entendu, c'est ça. Donc ça c'est une parenthèse. Donc bref, c'est pour dire au fait qu'il ne faut pas gronder vos enfants devant leurs amis. Éviter de les comparer et, voilà, et de les rabaisser devant leurs amis. Ça empiète sur leur estime de soi, voilà. Alors, la 6e erreur, c'est comme on dit communément ici en Côte d'Ivoire, c'est les blagues. Les blagues, bon, je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. Je vais prendre un exemple. En fait, il ne faut pas blaguer les enfants parce que ils n'auront pas confiance en vous. Comme par exemple, vous devez sortir et que votre enfant se met à pleurer, mettez-vous à son niveau, expliquez-lui que vous devez sortir, vous avez telle course à faire. Mais ne commettez pas l'erreur pour dire non, je suis là, je ne sors pas, je suis juste devant la maison, je ne vais pas. Et puis vous vous enfuyez, et puis l'enfant va rester derrière pour pleurer. Ce sont des erreurs qui font en sorte que l'enfant grandit et il n'a pas confiance en ses parents. Et un enfant qui n'a pas confiance en ses parents, il ne va vous confier rien, il ne va jamais se confier à vous, il ne va jamais espérer quoi que ce soit de vous. Et si vous perdez déjà la confiance de votre enfant, mais comment vous allez réussir son éducation? Qu'est-ce que vous allez lui dire et il va écouter? Rien. Donc, il ne faut pas avoir l'habitude de blaguer les enfants ou bien lui dire non, le soir, quand je vais revenir, je vais t'emmener en gros nounours, je vais t'emmener la voiture, je vais t'emmener la moto, pendant que vous savez que vous n'allez pas le faire. Quand vous allez faire ce genre de choses,
et votre enfant n'aura jamais confiance en vous. Et c'est un grand piège qu'il faut pouvoir éviter en tant que mère. Alors, la septième erreur, c'est de frapper l'enfant pour tout et pour rien. On appelle ça l'éducation à l'africaine. On se dit que pour que l'enfant puisse comprendre quelque chose, en fait, il faut le frapper. On ne frappe pas l'enfant pour tout et pour rien. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir médiocre. Il va penser que que c'est un raté, que tout ce qu'il fait, au fait, ça n'a pas de sens. Et encore, ça va rendre l'enfant violent plus tard. Punissez vos enfants. Vous avez le droit. Rendez vos enfants. Mais encore, quand il faut porter main sur eux, que ce soit mais vraiment pour des bonnes raisons. On retrouve des mères, par exemple, son fils pleure parce qu'il a sommeil. Elle va le frapper. Pourquoi? Parce qu'elle, ça l'indispose que l'enfant pleure. Elle n'a pas la patience. Et en tant que mère, il faut cultiver la patience. Parce que si nos mères, elles n'étaient pas patientes, ben, on ne serait pas des femmes que nous sommes aujourd'hui. Donc, l'enfant est fatigué, tu le frappes. L'enfant fait un caprice, par exemple, parce qu'il veut ton attention, tu le frappes. L'enfant veut un de tes câlins, bon, voilà. Il veut des câlins, il exprime ça par des pleurs, tu le frappes. Donc, au fait, je sais pas d'où cette culture nous vient de souvent, de tout le temps frapper nos enfants, mais sincèrement, je vous dis que c'est une erreur qu'on commet. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas corriger vos enfants. Vous pouvez corriger vos enfants, mais encore dans les règles de l'art, il faudrait savoir comment les corriger. Les frapper à tout bout de champ, ce n'est pas la solution à vos problèmes. Donc voilà encore une autre erreur qu'on fait souvent, frapper pour tout et pour rien. Bon, là si par exemple l'enfant va voler chez le voisin, ah là, tu peux encore le frapper. Mais encore s'il allait voler chez le voisin, c'est que quelque part tu as échoué. Donc bref, il y a tout ça, tout est lié. Donc une autre des erreurs que nous faisons, c'est de frapper les enfants pour tout et pour rien. Il faudrait que nous puissions cesser d'agir ainsi, pour ne pas que l'enfant se sente médiocre. La huitième erreur, c'est de mentir devant les enfants. Au fait, déjà mentir en général, c'est mauvais. Parce qu'au fait, pour globaliser, il faudrait savoir qu'il faudrait être l'exemple de ses enfants. Parce que tu ne peux pas apprendre à ton enfant des choses que toi-même tu ne pratiques pas. Donc, on a souvent tendance à mentir devant nos enfants. À mentir, parfois on calomnie même des gens. Bon, en fait, ceux qui ont les habitudes de le faire, vous calomniez des gens devant vos enfants. Et comme on dit, les chats ne font pas des chiens. Tout ce que vous faites, vos enfants le feront. Donc, quand vous avez par exemple l'habitude, quelqu'un vient vous voir à la maison, ou bien par exemple vous avez pris la dette de quelqu'un, ou bien je sais pas, quelqu'un vient vous voir, et vous dites à vos enfants, ne dis pas que je suis là. En faisant cela, l'enfant va se dire, bah écoute, on peut mentir de temps en temps. Parce que si maman ment, c'est que je peux mentir aussi. Si papa ment, c'est que je peux mentir, et puis bon, ça fait rien. Et quand quelqu'un grandit et qu'il a l'habitude de mentir, il n'est pas loin de finir voleur. Donc, soyez l'exemple de vos enfants. Évitez de mentir vous-même. Et pire encore, évitez de mentir devant vos enfants. La neuvième erreur, c'est d'oublier d'apprendre la morale à l'enfant. Comme je le dis souvent dans mon slogan, si vous n'éduquez pas vos enfants, la rue le fera pour vous. Les mères d'aujourd'hui deviennent de plus en plus démissionnaires. Quand l'enfant pose un acte, elle dit « Ah, c'est de son âge ». Au fait, les gens ne savent pas ce qu'elle fait. Ta fille a 5 ans, 6 ans, ou bien, je sais pas, 2 ans, elle t'insulte, tu dis « Ah, tu ris, au fait, à la limite, tu ris ». Alors, j'en ai vu des cas nombreux ici en Côte d'Ivoire, où vos enfants, en fait, les enfants se comportent mal, et ils se disent « Ah non, c'est de son âge ». La fille a, en fait, 15, 16 ans, elle sort de ta maison, avec une mini culotte ou avec une mini jupe. Tu dis, ah, c'est de leur génération. Mais il faut prendre tes responsabilités, maman. Ça n'a rien à voir avec c'est de son âge ou c'est de sa génération. C'est à toi d'apprendre à ta fille ou à ton fils à bien faire les choses. Quand ton enfant insulte, c'est à toi de dire qu'on n'insulte pas. Parce que s'il insulte un jour le voisin, mais un jour il finira par t'insulter et ça sera une carrée dans tes os. Ça sera une honte pour toi. Donc, il ne s'agit pas de dire quand un enfant se comporte mal, il ne s'agit pas aussi de le frapper à tout bout de champ, mais il s'agit de faire asseoir l'enfant, de dialoguer avec lui pour lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et de calquer
de prendre un exemple, au fait, par exemple, dans la Bible, de dire qu'un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Parce que quand je vois les jeunes filles de nos jours, des filles de 16 ans, 17 ans, 15 ans, qui sont habillées sans dénuder, mais pour moi, la faute, c'est aux parents. Parce que quand elles sortent, elles ne vivent pas dans les rues. Elles vivent dans un foyer où il y a une mère, où il y a un père, qui l'a vu s'habiller comme ça et qui l'a laissé sortir. Donc il faudrait qu'on puisse prendre nos responsabilités si on veut un monde meilleur. Si on veut inculquer de meilleures valeurs à nos enfants, il faudrait qu'on puisse un peu plus être regardante. Il n'y a pas des choses à dire que c'est de sa génération, quoi. Il n'y a pas question de génération. La morale, c'est la morale. Donc, apprenez à vos enfants à bien faire. Quand votre enfant fait mal, parce que tout dans la vie, c'est un apprentissage. Quand votre enfant fait les choses mal, c'est à vous de dire à votre enfant, mon enfant, on n'agit pas comme ça, on agit comme ça, parce que. Voilà une autre erreur que nous faisons. Nous ne prenons jamais le temps de nous asseoir avec nos enfants pour leur dire que voilà, ça on fait pas ça, soit on fait pas ça, ça on fait pas ça, voilà les conséquences, voilà les conséquences. Et comme je l'ai dit en amont, si vous ne le faites pas, la rue va le faire pour vous. La dernière erreur que nous faisons, c'est de ne pas apprendre à connaître son enfant. Ça, c'est l'une des graves erreurs parce que chaque enfant est unique. Chaque enfant a sa manière de marcher, chaque enfant a sa manière de s'exprimer, a sa manière de voir la chose, les choses. Il faudrait apprendre à connaître ses enfants. Pourquoi? Parce que, au fait, ça vous permettra non seulement de mieux les guider, mais ça vous allégera la tâche au quotidien. Je vais prendre un exemple. Quand vous apprenez à connaître vos enfants, vous savez quand un essaie de mentir. Donc, en fait, par exemple, quand il y a une bêtise dans la maison, quand quelqu'un fait une bêtise dans la maison, vous n'avez pas besoin de crier, c'est qui a fait, c'est qui a fait, c'est qui a fait. Quand vous connaissez vos enfants, dès que vous allez regarder leur regard, vous saurez qui est fautif. Pourquoi? Parce que vous avez appris à les connaître. Parce que ce sont des personnes, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, ils ont leur tempérament. Donc il ne faudrait pas penser que parce que Paul a ce tempérament, Eric aussi a ce tempérament. Voilà, donc il faudrait savoir. Il y a des enfants avec qui sont très tactiles. En fait, comme on dit, les langages de l'amour sont différents. Il y a les 5 différents langages de l'amour. Donc chacun a sa manière d'exprimer ses sentiments. Chacun aussi, en fait, c'est comme chaque enfant a sa manière d'être. Si vous ne connaissez pas vos enfants, comment vous allez interagir avec eux? Comment vous allez savoir que, par exemple, là, il a besoin d'un câlin, là, il a besoin de parler, là, il a besoin de ceci, là, il a besoin de cela? Ou comment vous allez savoir que votre enfant est mal? Parce que parfois, comme je le dis, il y a des, voilà, il y a des mères, par exemple, leurs enfants, ils souffrent, ils ont des mal-être et tout. Vous vivez dans la même maison, mais vous n'êtes pas capable de détecter qu'il y a ton enfant qui ne va pas bien. Ton enfant vient de l'école, sa mine a changé. Tu ne te rends même pas compte. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton enfant. Et c'est dangereux. C'est dangereux, ton enfant va se retrouver en train de toucher l'alcool, de toucher la drogue. Et tu ne sais même pas que ton enfant est en train de se droguer. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. Tu n'as pas appris à le connaître. Donc, mesdames, voilà un peu les 10 erreurs. Je ne vais pas chercher à tirer un peu trop en longueur parce que voilà, il se fait tard. Voilà un peu en bref les 10 erreurs que nous commettons souvent et que nous ne devons plus commettre. Je vais donc conclure en disant ceci. Au début, dans mon développement, j'ai dit que la femme, elle doit être équilibrée. Elle a plusieurs défis. Elle doit savoir éduquer ses enfants. Elle doit savoir prendre soin d'elle. Elle doit savoir prendre soin de sa maison. Elle doit savoir prendre soin de son mari. Elle doit entreprendre et elle doit avoir une vie de prière. Parce que de toute façon, comme si tu n'as pas de vie de prière, si tu n'as pas une vie spirituelle bien mise, tu auras du mal à être polyvalente. Donc, concernant la femme vertueuse, on se rend compte quand on fait l'étude de la femme vertueuse que ce n'est pas une femme salariée. C'est une femme entrepreneur. C'est une femme voilà, une femme d'affaires, une femme qui a son propre compte. Je reviens sur cela pour dire quoi?
Généralement, les jeunes filles de nos jours, les filles célibataires qui n'ont pas encore d'enfants, elles sont à la quête des hommes. Leur premier souci, c'est d'avoir un homme pour se marier, pour se caser. Et c'est la plus grosse erreur qu'une femme puisse faire. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Parce que tu es au début, tu es au four et au moulin. Surtout quand tu es déjà mère, il n'y a pas plus difficile. Parce que ça te prend ton temps. Avant que des gens puissent travailler pour toi, tu te donnes d'abord toi-même corps et âme. Donc je profite par ce canal pour conseiller des jeunes filles qui sont parmi nous que pendant votre temps de célibat, si vous ne voulez pas rater l'éducation de vos enfants, mettez votre temps de célibat à profit. Pendant que vous êtes célibataire, entreprenez. Si vous avez, Dieu vous permet d'avoir, je sais pas, un poste quelque part où vous êtes salarié, ne vous limitez pas à votre salaire. Entreprenez. Parce que voilà, c'est aussi un autre piège du diable que les femmes n'ont pas encore compris, cette affaire de salariat. Parce que quand vous allez 8 heures du temps, vous êtes là à travailler toute la journée, il n'y a personne qui pourra éduquer vos enfants comme il se doit. Comme je dis souvent, personne ne peut prendre soin de vos enfants mieux que vous. Donc, mon conseil en tant que envers les jeunes filles, prenez la peine d'entreprendre quand vous êtes jeune. Prenez la peine d'entreprendre quand vous n'avez pas encore d'enfants. Ça fait que quand vous serez marié, vous aurez déjà votre entreprise qui tourne et vous aurez assez de temps à donner à vos enfants pour leur inculquer les bonnes valeurs, pour leur inculquer de bonnes manières. Maintenant, pour les mères, les femmes qui sont déjà mères, qui sont déjà en foyer, qui sont salariées, je vous encourage à entreprendre pour avoir le temps pour vos enfants. C'est très important parce que l'avenir du monde dépend de l'éducation que vous donnerez à vos enfants. Si vous avez le souci de bien faire les choses, si vous avez le souci de laisser un monde meilleur à vos enfants, tout est entre vos mains. Tout est entre vos mains. Vous avez la possibilité de faire de vos enfants des enfants aimables, des enfants respectueux, des enfants bons, des enfants craignant Dieu, des enfants ayant l'amour de leur prochain. Si vous réussissez à faire cela, il y aura moins de guerre. Pourquoi? Parce que l'amour régnera. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. C'est important d'être équilibré en tant que femme. C'est bien d'entreprendre, c'est bien d'avoir son autonomie, mais n'oublions pas notre rôle de mère. Voilà, mesdames, ce que j'avais à vous dire ce soir. Je suis ouverte aux questions. Bonsoir Chani, merci encore pour tes conseils. En tout cas, ça nous aide beaucoup. Moi, j'ai une question à te poser, par exemple, parce que j'ai un souci. D'abord, je suis une mère de 3 filles. J'ai une fille de 12 ans, une deuxième de 6 ans et une troisième de 4 ans. Ma fille de 6 ans, elle, elle s'exprime que par les pleurs. Elle pleure tous les jours. Tous les jours, elle pleure, surtout le matin pour s'habiller. Quand je lui demande, mais pourquoi tu pleures? Non, moi je veux pas porter tel habit. Elle, pour s'habiller, elle doit attendre que sa petite soeur s'habille et après, elle va décider ce qu'il faut faire. Vraiment, moi je n'arrive pas de ce côté-là parce que tous les jours, elle et moi, nous avons ce souci-là parce que elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle veut seulement faire comme sa soeur. Et si elle n'a pas ces mêmes habits-là, c'est la bagarre. Elle va pleurer jusqu'à l'école. Alors, merci pour ta question, Vanessa. En fait, dans ce genre de cas, dans le cas où il y a des enfants qui sont très pleurnichards, il faudrait savoir distinguer le pourquoi. Pourquoi ils pleurent. Si c'est parce qu'il est en manque d'affection, si c'est parce que il veut attirer l'attention, si c'est parce qu'il veut déranger, ou en fait il veut faire des caprices. Dans le cas de ta fille, c'est un caprice. Et quand c'est un caprice, on ne cède pas au caprice. Parce que si tu cèdes au caprice, elle va toujours persister comme ça. Et donc c'est à toi d'être ferme. C'est à toi de donner la directive à ta fille.
à lui dire, bon, par exemple, tu dis qu'elle aime, par exemple, s'habiller de la même manière que sa petite sœur. Si tu n'as pas besoin, si tu n'as pas envie d'écrire, tu l'habilles, tu sais déjà ce qu'elle aime. Donc, à quoi bon, voilà. Pourquoi se tracasser à, voilà, ne pas simplifier les choses. Maintenant, si c'est véritablement un caprice, tu la laisses pleurer. Tu lui dis que, écoute, tu fais ça. Je te dis de faire ça. Si elle a envie de pleurer, elle va pleurer, elle va pleurer, elle va pas mourir. Les pleurs, ça tue pas. Mais il faudrait que tu puisses lui montrer une position où tu ne fléchis pas. Quand c'est un caprice, bien sûr. Quand c'est un caprice, il ne faudrait pas céder au caprice. Sinon, l'enfant, après, il se joue de ça. Voilà. Pour continuer le moment, quand elle a besoin de quelque chose, elle va pleurer, simplement faire un caprice pour tout le temps, tout le temps. Donc, il faudrait, en fait, savoir détecter pourquoi l'enfant pleure. Si tu peux trouver la solution à ça, si par exemple, il pleure parce qu'il veut porter le même avis que sa soeur, bon, tu fais juste porter le même avis que sa soeur. Ça ne t'enlève rien. Et si c'est pour un caprice, il faut cependant être un peu plus dur pour ne pas que ça puisse persister. Bonsoir, bonsoir maman Loukouli. Alors, pour ton fils, il faudra que tu puisses reconstruire ta relation avec lui. Parce qu'effectivement, en criant sur lui, c'est comme je l'ai dit plus haut, ça joue sur sa confiance en soi. Il va se sentir médiocre au fait. Quand tu le grondes pour tout et pour rien, ou fait que tu le grondes devant ses amis, quoi que ce soit, il va se sentir médiocre. Donc il faudra que tu puisses reconstruire ta relation avec lui dans le sens où apprends à sortir avec lui, à dialoguer avec lui, à lui dire, à lui faire des compliments, à lui dire comment tu es béni de l'avoir dans ta vie. Tu vois, donc ça va permettre à l'enfant de plus s'ouvrir, à lui demander qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Crée le dialogue avec ton enfant, sors avec lui, sans son papa, tête à tête, toi avec lui. Apprends à, voilà, à reconstruire simplement votre relation, il va plus s'ouvrir. C'est tout, il faudrait simplement que tu commences à reconstruire voilà, votre relation et à beaucoup dialoguer, à lui dire que quand je te fais tel reproche, c'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est pas parce que tu es nul, mais c'est parce que je veux que tu puisses mieux faire, c'est parce que je veux que tu puisses t'améliorer. Sinon, je t'aime. Parce que aussi, on a ce problème, on ne dit jamais à nos enfants nos sentiments. On ne dit jamais à nos enfants qu'on les aime. On ne dit jamais à nos enfants qu'on remercie Dieu voilà, de les avoir mis dans notre vie. Il faut qu'ils se sentent importants aussi, l'enfant. Donc, maman, c'est ce que tu dois faire. Non, Edna, tu n'es pas dans l'erreur. Au fait, c'est pour ça que je dis que la culture africaine nous met dans des problèmes. L'enfant est ouvert, au fait. Si, tant qu'il n'a pas insulté, en quoi il est impoli? Au fait, c'est pour ça que je dis que aussi en Afrique, l'enfant n'a pas la parole. Donc, du coup, quand un enfant s'exprime, on dit qu'il est impoli. Mais non, il n'est pas impoli. C'est une personne à part entière, une personne qui a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il pense. Donc, bon, tu fais bien de le mettre à côté de toi, de le laisser à côté de toi, mais il ne faudrait pas lui faire croire qu'il est impoli pendant qu'il ne l'est pas. Donc, il s'exprime avec les mots qu'il faut et plus poliment. Il n'y a pas à empiéter sur ça, il n'y a pas à déranger l'enfant pour ça. C'est important qu'un enfant puisse s'exprimer. Parce que quand l'enfant s'exprime, il est plus facile pour lui de tout te dire, tout ce qui se passe, tout ce qui, voilà, tout ce qui le touche, il te dira. Donc, que ton enfant ne change pas. Voilà. Et puis, l'opinion des autres, il faut apprendre à t'en foutre de l'opinion des autres. Tant que tu sais que ton enfant n'est pas impoli, qu'il n'insulte pas les gens, il ne frappe pas les gens, ceci, cela, voilà, il n'y a pas de souci. Laisse-les penser ce qu'ils ont à penser. Mais toi, veille sur l'éducation de ton enfant, c'est ça le plus important. Parce qu'il faut que les choses changent. Un enfant, c'est une personne normale. C'est pas, voilà. C'est une âme, comme je dis souvent, chaque enfant, c'est une âme que nous, les mamans, on doit ramener à Dieu. Voilà, donc tu l'éduques comme tu peux. Et puis, tu t'en fous un peu de l'opinion des autres. Tant que ce que tu l'apprends, c'est bien. Voilà. Bonsoir maman, vraiment merci beaucoup pour cette conférence. Elle a été vraiment instructive pour moi en tout cas. J'ai appris beaucoup de choses et je décide donc de changer beaucoup de choses dans mon attitude parce que je me rends compte que c'est moi, c'est mon attitude qui déteint en fait sur mon enfant. Donc je décide de changer beaucoup de choses pour qu'elle soit demain une femme meilleure, une femme meilleure pour demain. Mais j'ai une question, c'est que moi, ma fille, elle est du genre un peu réservée. Donc du coup, quand elle est dehors avec ses amis ou même avec ses cousins, elle se retrouve toujours à être celle qui est malmenée, celle qu'on tape, qui ne réagit pas. Du coup, même avec le plus petit,
elle n'arrive pas à se défendre, même si c'est le plus petit qui la titille, qui lui donne des coups, elle n'arrive pas à se défendre. Et là, franchement, je peux dire que moi, ça me met en rogne. Quand je vois ça, ça me met vraiment en rogne. Du coup, je peux pas, je me dis que je suis maman, je peux pas prendre sa défense partout. Avec un enfant plus petit qu'elle, je ne peux pas me mettre à la défendre. Oui, si l'enfant il est plus grand qu'elle, là j'interviens, mais quand c'est un enfant plus petit qu'elle, je ne peux pas prendre sa défense. J'essaie de lui inculquer que souvent il faut se défendre. Il faut se défendre, c'est vrai, c'est pas bien la violence, mais il faut se défendre, il faut arriver à se défendre quand on nous attaque. Mais je n'arrive pas à retrouver cela vraiment chez ma fille. Qu'est-ce que je dois faire en fait? En fait, ta fille se retrouve dans une situation où elle n'a plus confiance en elle. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là, mais généralement ce genre d'enfants qui se comportent comme ça, c'est les enfants qui manquent de confiance en eux. Et si tu veux la réveiller, moi je vais te proposer de l'inscrire dans un sport où elle va s'exprimer. Un sport par exemple tel que le karaté, ça va l'aider à avoir confiance en elle. Ça va l'aider à avoir ses capacités. Donc le tout, la solution en tout ça, c'est de l'aider à avoir confiance en elle, c'est tout. Allô, bonjour Alima. Alors je viens pour répondre à ta préoccupation. Donc effectivement, du fait que l'enfant a été habitué à la chicote, voilà les conséquences en fait. Il se dit que peu importe, il ne peut pas, il ne peut pas obtempérer parce qu'il se dit que on va toujours le frapper. Maintenant, ça a pris du temps, on l'a frappé comme on le frappe quand même, c'est bon. Ça peut faire déjà 7 ans. Donc, il faut être très patiente avec lui. Il faut commencer par exprès enlever la chicote et lui donner beaucoup d'amour. Parce que pour mettre en confiance un enfant, il faut qu'il se sente aimé. Quand tu vas lui donner beaucoup d'amour et que tu vas commencer à dialoguer avec lui, parce que c'est pas en 2 jours que ça se fait. C'est un processus, c'est long, parce que l'enfant a été habitué à ça. Du coup, avant qu'il puisse apprendre à s'ouvrir, il faudrait qu'il se sente aimé. Il faudrait que vous puissiez dialoguer très souvent. C'est pas parce qu'il a fait une bêtise que vous allez lui demander, mais que tu vas lui parler gentiment aujourd'hui et qu'il va directement t'empérer. Non. Il faut d'abord qu'il ait confiance en toi et qu'il se sente en confiance pour pouvoir apprendre à se libérer, pour pouvoir apprendre à reconnaître ses erreurs. Donc, ce que je veux te dire, c'est de lui donner beaucoup d'amour. Considère-le comme ton fils. Comme c'est toi qui l'élèves, considère-le comme ton fils. Ne fais pas de différence. Voilà, dans le sens où, voilà, c'est le neveu de mon mari. Donc, voilà. Prends-le comme ton fils, donne-le beaucoup d'amour. Fais de lui ton pote, au fait. Et tu verras que tout ça va changer progressivement. Que quand il va commencer à faire des bêtises, il va commencer à l'avouer, à avouer cela. Et aussi, tu peux aussi inculquer la parole de Dieu à l'intérieur. De temps en temps, tu lui parles de Dieu. De temps en temps, tu lui parles de comment un enfant doit se comporter. Quels sont les comportements qui attirent la faveur de Dieu dans sa vie? Quels sont les comportements qui attirent la colère de Dieu? Voilà, donc tout ça te permettra voilà, de rectifier le tir. Alors, merci.